Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Au VPL spécial ce soir, une heure pleine entièrement consacrée à l'événement de ce mardi soir, ces rassemblements contre l'antisémitisme organisés un petit peu partout dans le pays et notamment à Paris, place de la République, où des milliers de personnes se sont donné rendez-vous. Nos équipes sont mobilisées pour l'occasion. Nous retrouverons sur place au fil de l'émission Alexandre Poussard, aux côtés de Béatrice Finzon et de Yann Kersia. 23 membres du gouvernement participent au rassemblement parisien. Deux anciens présidents de la République, François Hollande, Nicolas Sarkozy, les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, Richard Ferrand et Gérard Larcher, qui ont ajouté une étape à leur agenda, le recueillement au mémorial de la Shoah. Emmanuel Macron s'y rendra lui aussi. Et plus généralement, c'est toute la classe politique qui veut frapper un grand coup contre la montée de l'antisémitisme en France. Plus 74% en 2018, je vous le rappelle. Le chiffre est tombé comme un coup de massue il y a quelques jours et il intervient à un moment un peu particulier de notre histoire, en marge de ce mouvement inédit des Gilets jaunes. Quel lien entre les deux? Quel poids symbolique de ce rassemblement? Quelle utilité aussi? On va poser toutes ces questions à nos invités. Je vous les présente tout de suite. Alexandre Malafaille, bonsoir. Président du think tank Sinopia. Florent Vadillo, bonsoir. Président du think tank L'Hétairie. Céline Pina, bonsoir. Essayiste, cofondatrice du mouvement Vivre la République. Alexis Poulain, bonsoir. Analyste politique, cofondateur du site lemondemoderne.media. Et Jean Garrigue, bonsoir, professeur d'histoire contemporaine, auteur de La République incarnée. Avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on rejoigne tout de suite Alexandre Poussard, qui se trouve donc place de la République pour Public Sénat. Alexandre, c'est donc un rendez-vous majeur ce soir, auquel on assiste. Une immense partie de la classe politique est présente. Oui, Rebecca, et pour l'instant, un gros millier de personnes est présent ce soir, place de la République à Paris, avec des messages contre l'antisémitisme et notamment ce chiffre alarmant que vous avez cité, la hausse de 74% des actes antisémites en 2018. Ce chiffre, il revient beaucoup sur les pancartes. Alors, on a dans ces personnes forcément des militants contre l'antisémitisme, mais aussi des habitants, des Parisiens lambda qui sont venus soutenir la lutte contre ces violences antisémites en hausse. Et puis au bout de la place de la République, il y a la tribune où vont se rassembler toutes les personnalités politiques avec beaucoup de partis politiques, les Républicains, la France Insoumise, la République En Marche, le Parti Socialiste organisateur de l'événement, une vingtaine de membres du gouvernement et puis deux anciens présidents de la République qui sont attendus ce soir, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Donc voilà, la population est présente et attend l'arrivée de la classe politique ce soir sur la place de la République. Un événement majeur. Merci beaucoup Alexandre. On vous retrouvera évidemment tout à l'heure avec des invités. Alexandre Malafaille, quel regard vous portez sur ce rassemblement et sur ce rassemblement de cette classe politique très mobilisée ce soir contre l'antisémitisme? La classe politique, est, comme elle l'est souvent dans ce genre de situation, elle est en réaction. En revanche, ce qui n'est pas nouveau, c'est les problématiques que traverse la société française, notamment sur ces problématiques de racisme et d'antisémitisme, que je distingue volontiers parce que ce n'est pas les mêmes ressorts et ce n'est pas les mêmes conséquences, parce que l'antisémitisme a une particularité, c'est qu'il fait, entre guillemets, il tue des juifs de manière tout à fait concrète, régulièrement, et ça reste un problème absolument majeur. Alors on réagit, c'est bien, mais c'est quand même assez fascinant de voir que sur la question qui touche en fait aux Juifs de France, aux Français juifs, on est, et dès qu'on parle d'Israël, en fait on n'arrive pas à avoir un débat, on est tout de suite dans le combat, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il n'y a jamais une situation, une discussion qui arrive à être apaisée. Et ça pose vraiment une question de fond sur le comment on va arriver à réparer ce lien et aussi comment on en arrive à avoir finalement laissé filer la situation depuis très longtemps. C'est comme si on n'avait pas eu la Seconde Guerre mondiale, comme si on n'avait pas eu Vichy, comme si la Shoah n'avait pas existé. Et puis on continue à traîner cette espèce de climat nauséabond qui est là, alors, voilà, qui va frapper, qui va se manifester aujourd'hui encore. On a vu ce cimetière juif qui a été agressé. Voilà, ça c'est quand même très préoccupant. Comment est-ce qu'on a pu laisser faire pour en arriver à cette situation-là aujourd'hui? Vous partagez cet avis, Florent Vadillo? Finalement, ce rassemblement, c'est une réaction, mais ça ne se passe jamais dans un climat serein? C'est évidemment une réaction politique, et on voit c'est d'abord avant tout un mouvement politique. Et tout Ce qui se passe ce soir, vous voulez dire? Oui, ce qui se passe ce soir, c'est-à-dire que c'est un parti qui organise et les partis qui s'y adjoignent, parce que ceux qui n'y sont pas, en quelque sorte, s'excluent du champ républicain. Donc l'affluence partisane et politique, elle était indispensable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on est plutôt dans une volonté de reproduire des mouvements qui ont eu lieu par le passé, comme après Carpentras, par exemple. Et je trouve qu'on n'est pas exactement dans la même
même dynamique et on sent qu'il n'y a pas la même ferveur derrière une mobilisation contre l'antisémitisme. De la part de la population cette fois, vous voulez Oui, dire parce qu'un petit millier de personnes sur la place de la République, c'est quand même assez surprenant. On est loin des mobilisations très fortes. Et il y a une forme d'indifférence qui s'installe. Est-ce que c'est la banalisation de l'antisémitisme ou est-ce parce qu'il y a derrière cela une question politique et qui peut être clivante là-dessus? Moi, je m'interroge véritablement sur le sens de la mobilisation et sur cette capacité à transformer un mouvement d'indignation que tout le monde partage en une forme de cause politique, d'autant que l'antisémitisme... Enfin, tout le monde partage, oui, parmi la classe politique, peut-être pas. La classe politique, non, j'entends, pardon. Oui. La classe politique. C'est tout le problème. Exactement, mais surtout qu'il y a, dans l'antisémitisme, il y a un fond mythique, mythologique, qu'on a connu dans les années 30, et puis c'est greffé là-dessus, c'est ce que disait Alexandre Malafaille, un combat politique qui dévie. Et donc je pense ce sont deux ressorts différents, et donc ce n'est pas les mêmes manières d'agir sur ces deux ressorts, et que la classe politique est au moins démunie sur l'un des deux. Céline Pina. Moi, je trouve qu'on assiste quand même à une véritable convergence des haines aujourd'hui. Pas dans le rassemblement, mais le rassemblement a ceci de très faible que s'il veut bien dénoncer l'antisémitisme, il refuse surtout de désigner qui sont les antisémites aujourd'hui et il refuse surtout de désigner une partie des antisémites parce que ça pose problème à une classe politique. D'ailleurs, on l'a vu, dès l'appel à manifester, il y a eu aussi beaucoup de personnes qui ont critiqué en disant, écoutez, vous appelez à manifester, mais quelque part, quand on voit que les enfants juifs sont chassés des écoles de la République, vous ne faites rien, vous le savez. Quand on voit qu'il y a une alia interne, autrement dit, toute une partie des habitants de certaines villes, en général des villes islamisées, s'en vont et quittent. On a un vrai départ de l'Est vers l'Ouest en région parisienne, des départs assez massifs. On le sait. Ça fait des années, personne ne fait rien. Donc il y a un moment... Mais quand il y a une marche contre l'antisémitisme, c'est contre les antisémites en général. Faudrait-il qu'ils soient nommés ce soir lors de ce rassemblement? Oui, en fait, je pense qu'il faut qu'ils soient nommés. Parce que si on a une résurgence de l'antisémitisme, elle ne vient pas de nulle part. Il y a un travail politique qui est fait. Il y a un travail politique qui est fait. On est habitué au travail qui a été fait à l'extrême droite, mais ce travail ne touche très peu de monde. En tout cas, ce n'est pas l'extrême droite qui chasse les enfants des écoles. Ce n'est pas l'extrême droite qui chasse les juifs. Vous parlez de l'antisémitisme dit d'extrême gauche, c'est à celui-là que vous pensez ? Exactement, c'est un antisémitisme qui fait le lien, en fait c'est la Palestine qui réussit à faire le lien entre les islamistes et ce qu'on appelle les islamo-gauchistes, autrement dit ceux qui sont très décoloniaux, et en fait ils le font par le biais de la haine d'Israël. Donc il y a la haine des Juifs qui est mise en scène, derrière il y a la haine d'Israël et il y a aussi une omerta qui veut que si vous osez défendre Israël, vous êtes tout de suite taxé de parti pris. Et on en arrive même à dire aujourd'hui que ce qui se passe en Palestine, c'est un génocide, ce qui est faux, mais manifestement faux. Alors j'imagine que ce que vous dites fait réagir sur ce plateau. Je vais peut-être faire réagir Alexis Poulain. Oui, alors il faut faire attention parce qu'on est dans l'âge de la confusion et c'est rajouter à la confusion que de dire qu'il y a un arc comme ça de islamo-gauchiste. Moi, c'est un terme qui me fait mal, j'ai du mal à l'entendre. Il y a eu de la complaisance politique depuis des années. Par clientélisme sur les quartiers dont vous dites où les communautés ont réussi à en chasser d'autres. Ça, c'est l'absence de République qui fait ça. C'est qu'à un moment, on n'arrive plus à vivre ensemble. Ça, c'est grave. L'instrumentalisation aussi de la géopolitique à des fins partisanes ou religieuses, c'est une réalité aussi. Et la France devient un terrain de jeu de la politique du Proche-Orient. Donc, c'est catastrophique. On arrive à avoir des positions, mais quand on entend des députés proposer de criminaliser l'antisionisme, là, c'est on y viendra parce que dans le détail, c'est plus subtil que cela, effectivement. Oui, mais ça revient à faire une confusion supplémentaire là où on a un problème, effectivement, qu'il faut nommer, l'antisémitisme, qui vient de toutes parts. Il traverse beaucoup de pans de la société et c'est pas quelques-uns qui vont être montrés du doigt. Voilà. Après, ceux qui tuent sont toujours les mêmes néanmoins en France, malgré tout. Jean Garrigue, votre regard sur ce rassemblement ce soir, sur tout ce qu'on vient déjà de dire, sur ce clivage peut-être entre les responsables politiques et la population, sur ces différentes sources d'antisémitisme ce soir, sur ces ennemis qui ne sont pas nommés. Mon regard sera un peu plus, je dirais, positif que ceux que j'ai entendus jusqu'à présent. Il faut se rendre compte de ce que c'est que cette vieille culture antisémite en France, qui remonte au début du 19e siècle. À l'extrême gauche, d'ailleurs, c'était des socialistes utopiques, des gens comme Toussenel qui ont créé justement ce mythe du complot juif qu'ils associaient au pouvoir de l'argent.
Et cette idée-là, si vous voulez, elle traîne dans la société française depuis toujours. Et tout ce qui a pu se passer, y compris, ça a été dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a pas empêché que cette vieille idée continue à faire des ravages. Et elle en fait aujourd'hui, ça a été dit, elle en fait aujourd'hui dans ce qu'on appelle les quartiers, évidemment vivifié, alourdi par le conflit israélo-palestinien et par le conflit entre les communautés. Mais reste cette idée permanente de cette association entre les Juifs, l'argent, le pouvoir. Pourquoi je parle de ça? Parce que, comme par hasard, on a vu réémerger ce questionnement au moment d'une manifestation des Gilets jaunes. Or, la manifestation des Gilets jaunes, c'est précisément le cœur de cet antagonisme entre le peuple et ceux qui sont des privilégiés, ceux qui sont des élites. Et ça revient en permanence. C'est toujours un peu la même mécanique. Ça revient, cette mécanique-là. Et donc, moi, je pense que quand les valeurs républicaines comme ça sont en cause, il faut se rassembler, il faut de l'unité. Toute manifestation est bonne à prendre, même si elle est instrumentalisée. Un peu de façade, un peu... Et je ne la trouve pas si instrumentalisée que ça. Moi, ce que je déplore, c'est que notamment le Parti socialiste qui en est à l'origine n'ait pas associé le Rassemblement national. Parce que c'est une faute politique qui va permettre au Rassemblement national de se victimiser. Mais moi, je pense que ce type de manifestation, avec ce que ça déclenche, y compris de polémique, mais de discussion autour de cette question, ne peut être que positif. Il faut le prendre d'une manière positive, parce que, je le répète, on sort d'une période où la convergence des antisémitismes fait qu'on est dans un moment d'urgence. Alors, on va poursuivre cette discussion. On va juste rejoindre Alexandre Poussard. Et comme promis, il est donc avec un invité. Alexandre, vous êtes avec le sénateur David Assouline. Oui, avec David Assouline, sénateur socialiste. David Assouline, cette union de la classe politique contre l'antisémitisme, c'est un symbole fort, nécessaire ? Oui, ce sont ceux qui incarnent, représentent la République. Ce sont les partis républicains. Ce sont aussi des dizaines d'associations, d'organisations syndicales de travailleurs qui souvent portent la justice sociale dans leur cœur, mais qui disent qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut réaffirmer, celle de la démocratie. Et aujourd'hui, ce qui est le symbole de cette atteinte à la République et à la démocratie, comme souvent d'ailleurs dans l'histoire, c'est cette libération de la parole antisémite et des actes antisémites qui viennent là comme un peu un baromètre pour la société française. C'est pour cela qu'il fallait une réaction de la société française. Ce n'est pas l'affaire des Juifs, l'antisémitisme. C'est souvent le symptôme d'une maladie plus profonde et globale de la société démocratique. Et donc moi je suis très fier que mon parti d'ailleurs ait pris cette initiative. C'était nécessaire, il était temps. Il y a eu pas mal de manifestations contre les actes antisémites depuis une dizaine d'années, puisqu'il y a eu des crimes antisémites. Et il y a eu une certaine solitude juive dans ces manifestations, que ce soit les citoyens de tous les partis politiques, de toutes les tendances qui prennent en charge cela ce soir. Et pas seulement à Paris, je pense que ça va être dans des dizaines et des dizaines de villes, dans le maillage territorial de notre France. C'est encourageant. Et justement, cette solitude juive ces dernières années dans la lutte contre l'antisémitisme, c'est la responsabilité des partis politiques ? Je pense qu'il n'y avait pas de prise de conscience suffisante que c'était une affaire pour toute la société. Et là, on le voit bien. C'est-à-dire que ça a sauté aux yeux. Il y a des attaques contre la liberté de la presse, il y a des violences, il y a des remises en cause de la démocratie parlementaire et représentative, et il y a ces actes antisémites. Et donc c'est bien dans ce contexte global qu'il y a cette réaction et cette prise de conscience. Je suis très très fier et très content pour notre pays que ce soit le cas. Très bien. Merci David d'avoir répondu à ma question. Merci beaucoup Alexandre et merci à David Assouline. Je voudrais peut-être vous faire réagir à ce que vient de dire le sénateur socialiste Alexandre Malafaille. Effectivement, il nous parle d'une réaction de la société. En même temps, il nous dit c'est organisé par le Parti socialiste et par les partis. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui un clivage entre les deux qui fait que représente-t-il ce soir ces politiques ?
Au regard de la crise des Gilets jaunes, on peut se poser la question. Mais oui, au regard mais des c'est une vraie élections de question. 2017, on peut se poser la Surtout question. s'il n'y a qu'un millier de personnes, comme vous le disiez tout à l'heure. Après, il faut attendre de On va voir. attendre. Voilà, il est dit une heure à l'avance, ça peut se remplir très vite. On verra, on espère que le mouvement sera large. Il faut le souhaiter en tout cas, pour que ça donne, là encore une fois, un signal, une impulsion. Maintenant, dans ce que dit le sénateur, il dit, il dit affirmer les valeurs de la République, c'est bien. Et je pense que si on en arrive là aussi, c'est quelque part qu'on s'est contenté de les affirmer. Il va falloir que ces valeurs, elles vivent véritablement beaucoup plus. La notion de liberté en France fonctionne à peu près. Dès qu'on est sur le territoire de l'égalité, c'est compliqué. Alors dès qu'on parle de fraternité, il y a plus grand monde, quoi. Donc on est on est vraiment sur des sujets fondamentaux qui consistent à dire finalement c'est quoi la nation française, sur quoi on se retrouve. Parce que je le redis, moi je suis comme assez fasciné que même si bien sûr on peut dire que ce sont des cas isolés, tout ça n'est que oui, mais il y a quand même une espèce de tolérance, de complicité passive. C'est vrai, on a beaucoup fermé les yeux. Moi, je parle volontairement du terme de complicité passive de beaucoup d'acteurs de la société qui ont laissé faire, qui ont laissé s'instiller certains types d'idéologies, qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Donc, toute cette espèce de problématique aujourd'hui qui est posée, c'est le vivre ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire une nation qui aujourd'hui, demain, après-demain, arrive vraiment à chasser ces fantômes du passé, parce que c'est pas normal. Enfin, en 2019, on ne devrait pas aujourd'hui en France avoir ce type de manifestation. Je vous coupe un instant, Alexandre Malafaille, puisqu'on voit à l'instant Gérard Larcher qui arrive au mémorial de la Shoah. On le voit aux côtés de Richard Ferrand. Je vous rappelle que les présidents des deux chambres ont tenu à se rendre au mémorial de la Shoah avant cette marche place de la République. Emmanuel Macron devrait les rejoindre dans quelques minutes. Une étape importante pour marquer peut-être le fait que l'antisémitisme mène à cela, mène à la Shoah. C'est peut-être tout le symbole de cette visite. En tout cas, l'exécutif et le pouvoir législatif a envie de marquer un grand coup. Le président de la République qui, lui, n'ira pas au rassemblement place de la République. C'est un choix que vous avez compris, Céline Pina ? Non, sincèrement non. Moi, je me souvenais de Mitterrand au moment de Carpentras. Pour lui, c'était très clair. Il devait être dans la rue avec les gens qui manifestaient. Et quelque part, à un moment donné, la nation en acte, c'est ça. On est tous ensemble. Il s'est mis à part, il s'est distingué alors que l'on voit les présidents. Mais il y a, en fait, c'est pas, le président a le droit de se distinguer. De toute façon, de fait, il se distingue de la plupart. Mais il y a des moments où justement on ne se distingue pas. Il y a des moments où on est tous ensemble, où on est tous unis, où on est tous rassemblés, parce que le message le plus fort qu'on a à faire passer, c'est cette affaire-là nous concerne tous et nous sommes tous sur le même front. Aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre cette absence. Du coup, même vous, d'ailleurs, vous avez dit, il est au mémorial de la Shoah, parce que peut-être il veut expliquer que, mais en fait, on n'en sait rien. Et c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que c'est pas clair du tout. Donc je le condamne pas, je dis que je ne comprends pas, que ça m'étonne, que ça me blesse un peu, que je trouve ça pas clair, mais à la limite, au moins, c'est pas comme le jour des commémorations de Charlie où il recevait le président du CFCM qui est par ailleurs quelqu'un qui est très proche du président turc et qui est assez antisémite, qui a un discours qui peut être assez brutal. Donc au moins il n'y a pas d'erreur manifeste, mais il y a quand même une erreur d'appréciation. En revanche, je le tiens à le préciser, on va sûrement voir l'image Emmanuel Macron au mémorial de la Shoah dans quelques minutes, mais aussi en Alsace tout à l'heure. Il a fait étape en Alsace, je le dis pour les téléspectateurs qui l'ignoraient, à Katzenheim très précisément, où près de 80 sépultures du cimetière juif ont été profanées la nuit dernière. On prendra des actes, on prendra des lois, on punira, a déclaré le chef de l'État. Peut-être Jean Garrigue, vous vouliez réagir ? Non, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut faire évidemment tous les procès d'intention à Emmanuel Macron. Dieu sait que ça n'a pas manqué depuis quelques mois. C'est de bonne guerre. Est-ce que c'est une volonté de distinction ? Lorsqu'il va dans ce cimetière auprès des familles et des enfants, j'ai pas l'impression qu'il se distingue. Lorsqu'il représente avec les présidents des deux assemblées la République au mémorial de la Shoah, j'ai pas l'impression que ce soit une posture de distinction, mais au contraire d'incarnation. Et pour ce qui concerne la manifestation, je me demande si c'est pas plutôt la volonté de ne pas apparaître comme quelqu'un qui récupère justement une manifestation organisée par les partis. Alors on peut le contester, on aurait pu souhaiter qu'il soit présent. Je veux dire, est-ce que c'est le moment de discuter de ça ? Est-ce que c'est le moment de se poser ce type de questions ? Moi, justement, ça m'interpelle. Je pense que l'objet n'est pas là. Il reste quand même le grand absent ce soir. C'est l'un des absents avec le Rassemblement National, vous le disiez. Il n'est pas là dans cette manifestation-là, mais il est là dans les je dirais, le geste collectif qui est fait par les Français. Donc, si vous voulez, il y a plein de choses, on peut lui reprocher des tas de choses à Emmanuel Macron, notamment. Mais là, pour le coup, il est mobilisé. Mais là,
Là, je me dis que voilà, peut-être que sa place, elle était plutôt avec les présidents des assemblées. Florent Vadilon. Non, il a eu un réflexe politique, c'est-à-dire effectivement, il a réagi en politique pour ne pas être dans un mouvement d'un autre, peut-être pour ne pas récupérer, mais ça j'ai du mal à le croire. Et donc de ce fait, il y a un élément... Qu'est-ce qui vous permet de ne pas le croire? Qu'est-ce qui vous permet de ne pas croire que je ne crois pas? On peut retourner longtemps la chose. On va pas s'en sortir. C'est que moi, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron, je n'ai pas cette chance. Il y a peut-être quelque chose qui nous donne une indication, c'est que le président est le président de tous les Français. Oui, mais donc il ne peut pas récupérer une manifestation, il y est de droit. Et justement, Emmanuel Macron, je vous laisse finir dans un instant, Florent Vadilon, mais on voit Emmanuel Macron qui arrive donc pour cette étape au mémorial de la Shoah. Lui n'ira pas ensuite place de la République, mais il a voulu marquer un grand coup contre l'antisémitisme en se rendant dans ce monument qui rend hommage aux victimes de la Shoah. Florent Vadilon. Ce qu'on retiendra néanmoins du rassemblement, c'est qu'Emmanuel Macron n'était pas présent et qu'on glosera effectivement pour savoir pourquoi il n'était pas présent, pourquoi est-ce qu'il fait ça, etc. Et sans être dans la tête d'Emmanuel Macron, on peut néanmoins remarquer que la réaction est une réaction politique, alors qu'on aurait pu justement attendre une réaction d'union nationale. Mettre de côté la politique. Exactement, pour être avec ses prédécesseurs, avec l'ensemble de la représentation politique, et que ça aurait été bien perçu. Et qu'aujourd'hui, c'est la démarche justement de distinction, de raréfaction de la parole présidentielle pour parler, avoir des images de sa présence, et demain pour parler au CRIF, est une stratégie de communication qui peut interroger dans ce moment-là précis qui a été recherché. Justement, c'est un mouvement d'union nationale. Mais je voudrais néanmoins rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites depuis tout à l'heure. Bien sûr. Moi, ce qui m'amuse, c'est que tout le monde dit qu'il faut nommer les antisémites, etc. Et depuis tout à l'heure, on ne nomme pas les antisémites, ou alors on le fait par allusion. Moi, j'ai entendu tout à l'heure Jean Garrigue dire que l'antisémitisme avait connu une résurgence à l'occasion des Gilets jaunes. Donc c'est créé de fait une forme d'amalgame. Bon, un lien, oui. Mais on peut aussi voir qu'il y avait... C'est pas du tout ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. J'ai pas dit on pourrait, donc je dis bien que c'est pas ce que vous avez dit, mais ce qu'on pourrait croire. Donc il faut aussi montrer quand même qu'il y a un antisémitisme d'opportunité et que le mouvement des Gilets jaunes a permis à des casseurs, à des antisémites, de venir se greffer à un moment de contestation. Et puis on a parlé de passivité, des élus de la République, etc. Mais passivité vis-à-vis de qui? Donc visiblement, ça serait l'islam politique. Donc l'antisémitisme serait aujourd'hui le fait de l'islam. Moi, tous ces amalgames entre l'islamo-gauchisme, l'islam, l'extrême gauche me gênent. Parce que, quelque part, on essaie de stigmatiser telle ou telle personne ou tel mouvement qui serait responsable d'une montée de l'antisémitisme, alors même qu'il n'y a pas de stratégie politique aujourd'hui d'un parti qui se réclame antisémite et qui orchestre l'antisémitisme. Une stratégie d'un certain nombre de tenants de l'islam. Donc on est d'accord, vous êtes sur l'idée que l'antisémitisme en France, l'augmentation de l'antisémitisme en France, c'est l'islam. Moi, ça me choque, parce que je voudrais... Mais dans ce cas-là, ne mettons pas en avant le seul islam. Non, il n'y a pas que l'islam en France responsable de l'antisémitisme. Mais personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. C'est quand même... Faites pas vos conclusions. Vous déformez beaucoup la parole de tout le monde. Ça devient un peu... Madame, non, je demande simplement qu'il faut expliciter. Depuis tout à l'heure, on tourne autour. Non, mais explicitons. Moi, je dis simplement qu'il y a une plurivocité de l'antisémitisme et que vous avez vous-même parlé de l'islamo-gauchisme, vous l'avez jeté en pâture. Donc, je me permets de rebondir là-dessus. Tout à fait. J'ai parlé d'islamisme, j'ai parlé de gauchistes qui avaient un certain nombre et qu'on appelait aujourd'hui islamo-gauchistes. J'ai aussi parlé de l'extrême droite. Donc, c'est un peu réducteur. La distinction faisait Céline Pinault, c'est que l'extrême droite je parlais effectivement d'islam politique et pas d'islam. Or, vous passez de l'islam à l'islam politique très facilement. Bon, voilà, il y a... Alors, puisque vous parlez d'ambiguïté sur le sujet, je voudrais qu'on revienne sur la France insoumise, qui est donc présente ce soir place de la République, mais son ambiguïté présumée sur les questions d'antisémitisme a failli l'empêcher de participer à ce rassemblement. Ce matin, Jean-Luc Mélenchon a même donné une conférence de presse pour dire à quel point son parti est loin de toute forme d'antisémitisme. Il a directement répondu au député La République En Marche, Sylvain Maillard. Je dis aux responsables de La République En Marche, non, nous n'avons pas de racines antisémites, comme le dit un député de la majorité. On ne peut pas être raciste et membre de la France insoumise. Est-ce que la France insoumise est, oui ou non, ambiguë sur les questions d'antisémitisme, Alexis Poulain? Absolument pas, elle l'a jamais été. Et d'ailleurs, c'est une tradition politique qui vient de l'humanisme, qui vient de l'internationalisme, qui fait qu'on ne peut pas être antisémite. Et on ne peut pas reprocher à Jean-Luc Mélenchon d'être républicain. Enfin, depuis des années, il a toujours dit qu'on ne pouvait pas faire partie de la France insoumise ou du Front de gauche à l'époque et être antisémite. Et on ne peut pas être républicain et être antisémite non plus. Donc ce procès, justement, cette instrumentalisation politique, mais c'est dégueulasse, c'est pas injuste, c'est ignoble. C'est-à-dire c'est le pire de la politique, c'est qu'à un moment il faut arrêter. Soit on accepte le débat politique et on parle de politique, soit on fait des tacles qui sont non réglementaires, on va dire, hein, et qui sont mais vraiment ignobles. C'est-à-dire que là on est du domaine de la diffamation, il faut arrêter.
pointer du doigt un parti comme celui-là, comme celui de Jean-Luc Mélenchon, en disant qu'il a des racines antisémites, c'est faux. Qu'il y ait après des militants qui soient proches de la cause palestinienne et qui soient antisionistes et qui, effectivement, il y ait une corrélation parfois entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Avec des dérapages, oui ou non, parfois? C'est possible. Mais c'est comme dans beaucoup d'autres partis. Par contre, qu'il y ait des racines historiques, comme pour le Front National, où clairement, Jean-Marie Le Pen crée un parti avec des forissons, avec des négationnistes, avec des antisémites, où Marine Le Pen s'affiche au bal de tous les extrêmes droites européens en Autriche, ça c'est une réalité, ça c'est des racines antisémites. C'est pas le cas de la France insoumise. Je voudrais juste qu'on s'arrête sur cette image, une image assez forte, puisque l'on aperçoit Gérard Larcher et Richard Ferrand aux côtés d'Emmanuel Macron lors de cette visite, de cet hommage au mémorial de la Shoah. Moment de recueillement pour rendre hommage aux victimes, à tous ceux qui sont morts de l'antisémitisme pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration. Voilà une image forte. Je rappelle qu'il y a aussi cette marche contre l'antisémitisme qui est donc organisée place de la République à Paris, un peu partout en France, à Lille, à Toulouse, beaucoup d'autres villes organisent également ce rassemblement. Et voilà ce moment de recueillement. Je vous invite effectivement à le regarder, vous téléspectateurs qui nous suivez. Et je vous invite évidemment à réagir. Jean Garrigue, je sais que vous aviez envie de réagir à ce que disait Alexis Poulain également. Oui, pour aller plutôt dans son sens, c'est évident qu'on ne peut pas accuser Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise d'être antisémite. Toute sa culture, tout son héritage plaide contre ça. En revanche, de manière... La complaisance dont Jean-Luc Mélenchon a pu faire preuve vis-à-vis d'une partie des réactions et du discours des Gilets jaunes crée cet amalgame parce que, précisément, mais ça a été dit à plusieurs reprises sur ce plateau, l'antisémitisme en France, aujourd'hui, c'est quelque chose de très compliqué. C'est une sorte de galaxie, de mosaïque, de strates culturelles qui, je le répète, débutent au début du XIXe siècle, voire au bas Moyen-Âge. Donc c'est quelque chose de très ancien, qu'il est très difficile de définir. On peut les définir par les actes et dire que c'est vrai, depuis une dizaine d'années, quand il y a mort d'homme, ça vient plutôt d'un antisémitisme d'islam. Il faut là, c'est factuel. Le reconnaître, c'est factuel. Dire que les déprédations, les profanations participent d'une culture qui est plus celle de l'ultra-droite, par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut dire factuellement, ce que les procès l'attestent, etc. Mais c'est vrai que cette sorte de galaxie un peu confuse de l'antisémitisme, qui puise ses racines dans toute cette histoire, eh bien, elle est difficile à cerner. Bon, est-ce qu'il faut s'arrêter pour autant et ne pas la combattre? Alors, est-ce qu'on peut la combattre par des lois? Moi, je ne sais pas très bien comment. Je pense qu'il y a des combats à mener sur le terrain de l'école, de la pédagogie, ça me paraît très très clair, et sur celui des réseaux sociaux, qui sont des pépinières de complotisme. Or l'antisémitisme se nourrit du complotisme. C'est incroyable qu'il a fallu attendre hier pour que Rivarol soit suspendu sur Twitter. Rivarol, qui est ce mensuel ou hebdo d'extrême droite, antisémite, affiché, qui a déjà dérapé et été condamné un paquet de fois, et les réseaux réagissent seulement maintenant. J'allais dire, le bouquet satellite d'Orange, notamment pour les chaînes Maghreb, Moyen-Orient, est une horreur. Et vous avez des discours antisémites qui appellent au meurtre des Juifs. Et ça ne dérange personne. Et personne, on a écrit au CSA, personne n'a eu l'idée de couper le robinet. Donc j'allais dire, il y a quand même de vrais moments où le politique n'est pas là pour faire son devoir. Et ce n'est pas une question de loi. C'est-à-dire qu'on a des lois Guesso, on voit bien qu'elles ne servent pas à grand-chose. Je crains que la nouvelle loi qui nous soit proposée soit un échec, parce que de toute façon, ça ne sert à rien de faire des lois si vous n'avez aucun politique sur le terrain prêt à aller discuter de ces choses-là, prêt à contrer la propagande qui est faite. Si vous n'apprenez pas aux gens, si vous n'apprenez pas la véritable histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout cet antisémitisme est aussi basé sur des approximations historiques, sur des faux, sur des mensonges qui ne sont combattus par personne, ni en politique, ni en éducation. On va poursuivre la discussion. On va juste retrouver avant cela Alexandre Poussard, qui est aux côtés de Fabienne Keller, la sénatrice Fabienne Keller. Alexandre. Oui, Fabienne Keller, vous êtes sénatrice du Bas-Rhin et vous avez été meurtrie par la profanation d'une centaine de tombes la nuit dernière dans le cimetière juif de Katzenheim. Votre réaction? C'est révoltant. Toucher à nos morts, alors même que dans notre civilisation, le respect des morts est tellement important. C'est affreux, c'est un acte barbare et
plus que jamais ce soir, nous voulons tous être présents. La population est venue nombreuse pour affirmer que nous voulons lutter ensemble, quelles que soient nos sensibilités, contre l'antisémitisme. Comment vous l'expliquez ce climat, cet antisémitisme du quotidien? Chaque jour, il y a des actes nouveaux. Malheureusement, effectivement, les actes ont augmenté en 2018 par rapport à l'année précédente, encore aujourd'hui à Quatzenheim. Donc il faut plus que jamais nous fédérer nombreux et dire notre refus de cette haine, de ces références abominables qui sont les références nazies à un régime qui a tué des millions de personnes au motif de leur religion, et dire ensemble que nous voulons respecter chacun, quelle que soit sa religion, sa couleur de peau, son identité. Très bien. Merci beaucoup Fabienne Keller d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre et merci à Fabienne Keller dont on a senti l'émotion et l'indignation. Une marche c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour lutter contre l'antisémitisme? Je voudrais qu'on revienne sur cette proposition très controversée de quelques parlementaires La République En Marche. Ils souhaitaient, j'allais dire, pénaliser le délit d'antisionisme. Pas parce qu'on critiquerait la politique de Netanyahou, mais parce qu'on remettrait en question l'existence de l'État d'Israël. Sylvain Maillard a été très clair sur notre antenne ce matin. Écoutez. Nous sommes une démocratie, on peut tout dire. On peut être contre Benjamin Netanyahou, contre sa politique sociale, contre la politique du mur, contre la politique de colonisation. Évidemment qu'on pourra continuer. Par contre, on ne peut pas être contre l'État d'Israël. Sauf que pénaliser l'antisionisme, c'est non pour Emmanuel Macron. Je ne pense pas que pénaliser l'antisionisme soit une bonne solution. Je reviendrai plus précisément demain sur ces sujets. Mais je confirme que ceux qui aujourd'hui, dans le discours, veulent la disparition d'Israël sont ceux qui veulent s'attaquer aux Juifs. Je pense néanmoins que, lorsqu'on rentre dans le détail, la condamnation pénale de l'antisionisme pose d'autres problèmes. Voilà, c'est dit, il devrait en dire plus demain lors du dîner du CRIF. En attendant, Édouard Philippe au Sénat tout à l'heure annonce qu'il y aura du nouveau dans la lutte contre l'antisémitisme, mais sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas non plus renoncer à légiférer lorsque c'est nécessaire. Et il y a au moins un champ, peut-être d'autres, mais au moins un champ où c'est parfaitement nécessaire, c'est celui des réseaux sociaux et d'Internet, dans lequel une forme d'impunité a pu donner le sentiment de se développer. Le champ des réseaux sociaux où, derrière une forme d'anonymat, des femmes et des hommes écrivent, promeuvent des propos parfaitement antisémites et parfaitement inacceptables. Cette impunité ne peut pas prévaloir. Et nous savons que le droit national, et d'ailleurs à bien des égards le droit communautaire, n'est à ce jour pas adapté à la sévérité de la réponse que nous sommes en droit d'attendre. Alexandre Malafaye, que pensez-vous de tout cela? Je précise pour nos téléspectateurs qu'on va voir l'image en direct de la place de la République pendant que vous parlez. Je pense qu'en tout cas, la pénalisation de l'antisémitisme pose sans doute pas mal de questions techniques. L'antisionisme, pardon, oui. Ça, je pense que c'est compliqué de le régler par la loi. En plus, je ne suis pas sûr que la loi réglera tous les problèmes, parce que ce n'est pas le tout d'avoir une loi, il faut les appliquer. Et on a bien. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait quand on entend que salle israélien ou retourne à Tel Aviv ressemble à celle juive? Qu'est-ce qu'on fait? Non, mais après, qu'on puisse condamner, parce qu'on franchit des lignes, et ça, je pense qu'il faut. Mais déjà, il faut arrêter les gens, il faut pouvoir les condamner, il faut aller au bout des procédures. Là encore, on n'est pas toujours très bon dans l'application simplement des textes existants. En revanche, je pense que ce qui a été dit par le Premier ministre sur le fait que sur les réseaux sociaux, dans un pays libre comme la France, en France, on peut s'exprimer librement. Voilà, c'est un énorme avantage de la démocratie et de l'état de droit tel que nous on la pratique, c'est qu'on peut globalement tout dire, et donc on doit pouvoir tout dire à visage découvert. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit protégé par l'anonymat d'Internet, par l'anonymat des réseaux sociaux. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire tomber ce tabou. Alors oui, c'est un vrai tabou, mais il n'empêche que ça permettra de faire en sorte que la parole qui circule, y compris sur Internet, en France, dans le cadre de l'état de droit, soit une parole qui soit un peu plus maîtrisée. Parce que regardez la Ligue du LOL il y a encore quelques jours, dont on parlait, à un moment donné, c'est redoutable ce qui se passe. Est-ce que cette espèce de férocité qui arrive à se libérer, il y a quelque chose d'ailleurs c'est incompréhensible de la part de nos concitoyens, parce que ce sont quand même nos concitoyens qui font ça, on en arrive à des extrémités. Voilà, donc là je pense que oui, il faut aller assez loin. Alors ce sera là encore compliqué, parce que ça risque d'être en contravention avec toute une série de dispositions, y compris européennes, mais ça vaut le coup de faire progresser ces débats. Alexis Poulain, je vous fais tous réagir. Enfin, il y a un problème, c'est la confusion entretenue, où on arrive à faire des lois liberticides sans savoir de quoi on parle. Emmanuel Macron, il a beau jeu de dire qu'il ne faut pas pénaliser l'antisionisme. En 2017, lors d'un discours au Veldiv, il disait que l'antisionisme était la nouvelle forme de l'antisémitisme. Il l'a dit, c'est un discours. Le disent d'ailleurs. Oui, non mais
Et il le dit encore. Mais alors, donc, cette confusion, elle est absolument entretenue. Et après, on se désole de dire qu'on va trop loin ou qu'on va aller attaquer le pseudonymat. Pour vous, l'antisionisme n'est pas une nouvelle forme d'antisémitisme? Non, ce n'est pas le cas. Il a beaucoup changé depuis 1967. Effectivement, c'est devenu maintenant un bras armé de géopolitique iranienne ou régionale, où vous direz effectivement la disparition de l'État d'Israël. Mais quand on dit à Finkielkraut sale sioniste de merde, pour vous, c'était pas en lien avec. Mais c'est dégueulasse, c'est indigne. Mais évidemment que oui. Vous condamnez, évidemment, et je parle dans un article sur Le Monde Moderne d'une étude anglaise d'ailleurs qui fait la corrélation claire entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Ça, oui, il y a une corrélation. Donc on ne va pas se cacher les yeux, c'est une réalité. Mais il existe aussi un antisionisme politique qui n'a rien à voir et qui est antiraciste et qui n'est pas du tout antisémite. Ça, il faut aussi l'entendre. Donc le problème est là. Quand on va rentrer dans des problèmes de contrôler la parole, moi je suis content effectivement que le compte de Rivarol soit suspendu parce que là c'est des appels à la haine, parce que là c'est du racisme. L'anonymat sur Internet n'existe pas. Vous avez le pseudonymat, vous avez des lois aussi qui permettent, aujourd'hui vous avez des gens en prison parce qu'ils ont harcelé des journalistes, des actrices, et ils ont été jugés et on a levé leur pseudonymat. Donc on est capable aujourd'hui de lutter avec les outils contre ce harcèlement en ligne. Les plateformes ne font pas leur boulot. Après il faut aussi que l'État... C'est un autre débat. Oui, mais c'est un vrai débat. On a par exemple la leader du Parti des indigènes de la République du Pire, qui a quand même écrit un bouquin qui s'appelle Les Blancs, les Juifs et nous, dans lequel à l'intérieur il y a des choses absolument atroces. Ça n'a fait réagir personne et son compte n'est pas fermé. Si, quand même, à l'époque, un certain nombre. Oui, mais pas plus que ça. C'est-à-dire, c'est passé finalement. C'est passé. Même le titre est passé. La confusion du Pire passe très bien. Voilà. D'ailleurs, ils appellent à manifester donc aussi. Donc on a quand même un deux poids deux mesures, c'est-à-dire qu'on sait lutter contre l'extrême droite et c'est très bien de continuer à le faire et de le faire. En revanche, on a une hésitation dès qu'il s'agit de lutter contre une autre forme d'antisémitisme. Pourquoi, d'après vous ? Alors, je ne sais pas. Le pire serait de dire peut-être parce que finalement les Juifs c'est 1% de la population. La population des quartiers c'est une population sur laquelle beaucoup de politiques ont fantasmé en imaginant que c'était une jeunesse qui pouvait peut-être être une jeunesse qui pourrait voter pour eux, qui pourrait revivifier la politique. Il y a peut-être eu beaucoup de fantasmes. C'est compliqué, c'est complexe ce qui est en train de se passer. C'est politiquement incorrect de le dire. Bien sûr que c'est très politiquement incorrect de le dire. Mais il faut quand même commencer à creuser parce que je n'ai jamais vu des gens commettre même des actes mauvais si ça ne leur apportait pas quelque chose. L'humain n'est pas à ce point-là méchant pour faire même gratuitement la méchanceté, il ne la commet pas. Donc ça rapporte politiquement, ça rapporte électoralement. Et juste une dernière chose, l'antisionisme, ce n'est pas la critique de la politique d'Israël. Parce qu'aucun autre pays n'a un mot pour critiquer sa politique. On voudrait critiquer la politique de la France, on dit on est anti-baguette. On voit très bien que c'est parfaitement hypocrite. L'antisionisme, c'est une volonté de remettre en cause l'existence d'Israël. Et c'est quand même un des rares pays dont on se permet de remettre en cause l'existence. Et à ce titre-là, il y a une corrélation très forte entre antisémitisme et antisionisme. Et je rappelle aussi que le protocole des sages de Sion est encore un livre. Je crois qu'il y a eu quelques années, il y a eu une exposition dans le monde arabe qui voulait montrer quels étaient les livres phares de toutes les civilisations. Et ce qui a été choisi pour Israël, c'était le protocole des sages de Sion, dont tout le monde sait que c'est un faux notoire. Florent Badillo et Jean Carré. Donc sur les annonces du Premier ministre, moi ça me gêne beaucoup, je rejoins ce que disait M. Poulain, il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux. Quand on veut lever l'anonymat sur les réseaux sociaux, on le lève. On le fait pour l'apologie du terrorisme, on le fait pour la criminalité organisée. Il y a deux phénomènes. Il y a d'abord une contradiction de droit international, c'est-à-dire peut-on mener des poursuites judiciaires sur des personnes qui sont installées soit aux États-Unis, soit en Israël, soit en Allemagne ou que sais-je. C'est-à-dire, donc il y a vraiment une contradiction, une incapacité du droit français à aller jusqu'au bout, mais il y a peu de droits qui peuvent aller jusqu'au bout. C'est le cas du droit américain en particulier qui a une propension universelle. Ça n'est pas notre cas. Et puis, il y a surtout une orientation de politique pénale. Et on ne voit pas des orientations de politique pénale résolues en matière de lutte contre les propos racistes, antisémites, etc. Parce que la justice française ne s'est pas encore suffisamment approprié l'espace numérique. Et que de ce fait, sur les réseaux sociaux, sur certaines plateformes, on laisse prospérer ces messages-là parce qu'il y a une telle masse que la justice serait totalement embourbée par ce dispositif. Il faut réfléchir désormais aux moyens de donner à la justice française des capacités d'agir sur les réseaux sociaux. Mais ces moyens-là ne sont pas juridiques. Le droit français est dans un état de complétude qui me paraît relativement satisfaisant. Donc ça, c'est vraiment très important de mon point de vue. Ensuite, on revient sur ce débat-là, sur lequel je ne vais pas rebondir, mais
arrêtons de penser que les responsables politiques sont aujourd'hui à l'origine de la montée de l'antisémitisme, que par leur complaisance, ils l'ont laissé croître et embellir. On peut pointer des spécificités sur certaines municipalités, et on les connaît toutes. Il y a eu des rapports de politique publique dessus également. Mais de là à faire une telle généralité, de dire que la classe politique, une certaine classe politique est responsable, je trouve très honnêtement, sans vouloir caricaturer des propos, que c'est lâche comme pratique. Et on parle de la gauche, pour évidemment, être clair. On y revient toujours. Juste une précision, pardonnez-moi. On apprend à l'instant que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont choisi d'aller à Bagneux pour rendre hommage à Ilan Halimi et à toutes les victimes de l'antisémitisme. Le Rassemblement national, qui, je vous le rappelle, n'est pas place de la République ce soir et avait choisi un hommage propre, le sien. On apprend donc que la présidente de RN et Jordan Bardella, sa tête de liste pour les européennes, ont choisi Bagneux. Jean Garrigue. Jean Garrigue, beaucoup de choses ont été dites. Et oui, mais c'est pour ça que je vous donne la parole. C'est pour ça que vous me la donnez. Je ne pose pas de questions précises, je vous laisse un éventail large. Non, de fait, le problème avec la définition de l'antisionisme, c'est qu'on peut en donner plusieurs, c'est ça le problème. Il y a une définition, effectivement, c'est la contestation de l'existence de l'État d'Israël. Et là, ça pose évidemment un problème. Mais quant à savoir si les motivations de ceux qui contestent l'État d'Israël sont corrélées à leur antisémitisme, voilà la difficulté. Ce qui est sûr, quand même, ce qu'il faut quand même dire, c'est que, en tout cas, je dirais dans les cités, dans les quartiers, dans une partie du monde musulman, je ne parle pas de communauté, des musulmans de France, très souvent, l'antisionisme a servi de tremplin à des réflexes, à une culture, parce que je pense qu'il faut parler d'une culture, de l'antisémitisme. Et je pense que cette culture antisémite n'est pas réservée aux islamistes. Je pense que de plus en plus d'enfants musulmans de France, de jeunes Français musulmans, considèrent que Israël est un État à abattre, un État fasciste, et considèrent que les Juifs sont une race ou un peuple maudit. Et on a vu quelques témoignages dans le monde qui montrent effectivement ce que vous dites. C'est quelque chose qui est une vraie réalité sociologique. Alors, je ne l'invente pas. Ce rassemblement Place de la République ce soir n'est pas le premier, loin de là. Vous l'avez un peu dit, les marches contre l'antisémitisme ont ponctué toute la fin du XXe siècle et les débuts du XXIe. Je vous propose un tout petit retour historique sur ces grands rassemblements de Copernic et Carpentras à Mireille-Knoll, en passant par Ilan Halimi et Toulouse. Regardez, c'est un sujet de Sandra Cerquera. En 1980, 200 000 personnes de tous bords politiques défilent en silence, au lendemain de l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic qui a fait 4 morts. 10 ans plus tard, le 14 mai 1990, sous le choc de la profanation du cimetière juif de Carpentras, près de 200 000 personnes, dont François Mitterrand, participent à la marche de protestation à Paris. En 2006, plusieurs milliers de personnes, SOS Racisme et le CRIF, manifestent à Paris après le meurtre d'Ilan Halimi, un jeune juif séquestré et torturé à mort par le gang des barbares. Autre marche le 25 mars 2012, 20 000 personnes défilent pour rendre hommage aux 7 victimes du tueur au scooter, Mohamed Merah. D'autres manifestations ont lieu le même jour en province, dont 6 000 personnes réunies à Toulouse. 11 janvier 2015, une marche républicaine est organisée en hommage aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher. Plus de 3 millions de personnes sont dans la rue, partout en France, dont plus d'1 million à Paris. 28 mars 2018, des milliers de personnes défilent dans une marche blanche à la mémoire de Mireille Knoll, octogénaire juive tuée dans la capitale. En 40 ans, 8 grandes marches ont été organisées en France pour protester contre la recrudescence de l'antisémitisme. On n'est pas loin des 10 marches en 40 ans. On est en 2019, on a toujours autant d'antisémitisme. Alexandre Malafaille, est-ce qu'on peut se demander, oui ou non, à quoi servent ces marches ? Elles servent, on le disait tout à l'heure, elles servent à faire réagir, elles servent à diffuser Pardon, mais est-ce qu'elles ne deviennent pas contre-productives ? Alors ça, c'est le risque. Vous avez des réactions extrêmement violentes aujourd'hui sur les réseaux sociaux qu'on a pu tous observer, les uns criant au complot, la récupération, enfin tout y va et son contraire. Et puis sur certaines victimes et pas d'autres. Voilà. Et comme en plus ça se fait quand même à visage couvert, même si on n'est pas dans la délation, on est quand même dans la protection de cette espèce d'anonymat, et malgré tout ça favorise cette espèce de libération violente de la parole. Mais après tout ça vient de loin. Je crois qu'on a été collectivement, c'est pour ça que moi je ne stigmatise pas une classe politique en particulier de gauche ou de droite, on a été bien pensants.
On a laissé se construire une société avec la fin des années des 30 glorieuses, voilà, avec un espèce de climat peut-être influencé par Rousseau, où finalement tout allait bien se passer, y compris les questions liées à l'immigration. On a été assez complaisant finalement avec les réalités. On s'en est accommodé. Parfois on a fait du clientélisme, parfois il y a eu bien sûr des villes qui ont joué de ça à fond. Mais on a laissé petit à petit s'installer une espèce de résignation par rapport à des sujets qui étaient là, qui étaient posés, qu'on voyait sous nos yeux et qu'on n'a pas su traiter. Et donc vous avez des générations perdues. Je veux dire qu'elles sont peut-être pas très nombreuses, mais le type, l'abominable type qui insulte M. Finkielkraut, lui, il reviendra pas dans le camp du bien. Ça sera compliqué. Et je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui sont perdus pour la cause. Donc il va falloir reprendre cette question-là à la base. Et ça repose des questions de fond. Et on a l'impression que ça fait 40 ans. Mais oui, mais parce qu'on veut. Non, mais parce que pardon, on a été complaisant. Le jour où on va vraiment s'attaquer à ça, on va faire une preuve de fermeté sur ce que sont nos valeurs, comment on les transmet, le rôle de l'école, et à un moment donné un peu de rigueur vis-à-vis des uns et des autres, et aussi le respect des institutions. Enfin, personne ne respecte plus personne. Vous voyez, on caillasse des flics à Toulouse et tout va très bien. On insulte un juge au tribunal et puis il se passe rien. On ne respecte pas son prof et il ne se passe rien non plus, et ainsi de suite. Donc, et je rappelle les chiffres, 200 000 personnes dans les rues au moment de l'attentat de Copernic et Carpentras. Pour les victimes de Mera, 20 000 personnes. C'est ça. Et ce soir, peut-être 5 000. Et ce soir, peut-être on sait pas combien à Paris. Mais voilà, j'allais dire, bon, en même temps, aujourd'hui, les partis politiques qui appellent à ce rassemblement sont largement décrédibilisés. Ils ont perdu toute leur puissance militante. C'est-à-dire que les propriétaires de la République. Enfin, on est tous. On va être un peu clair, c'est-à-dire que quand on appelle à faire une manifestation comme ça, et quand on sait à quel point tout est en train de lâcher, et on le voit, ça tient plus. On a intérêt de la réussir. Donc on se pose les questions de la réussite. Je suis désolée, mais on a tous participé. Enfin, on connaît un peu le fonctionnement des partis. Mais là, vous avez... À un moment donné, quand vous partez comme ça, appelé par un parti qui est complètement discrédité, qui n'a plus de militants, c'est-à-dire votre force qui fait que vous allez arriver à remplir une place, c'est aussi les militants qui vont venir parce qu'ils sont sensibilisés à ça, parce que vous les avez travaillés au corps. Aujourd'hui, ces partis ne les ont plus. Donc de fait, la masse qu'on pouvait apporter, elle n'est plus là. Ils ne peuvent pas donner de sens à leur action parce que ça fait des années qu'ils ferment les yeux. Et notamment au Parti socialiste sur la gestion d'un certain nombre de villes, ils ont laissé passer des choses énormes. Donc ils sont plus crédibles, y compris près de leurs propres troupes. Ça devient extrêmement compliqué pour eux. Le seul problème, c'est que s'il n'y a pas beaucoup de monde, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, allez-y. Effectivement, même la société n'est plus là pour protéger les Juifs. C'est bien le problème. Et juste une dernière chose, et après je vous laisse la parole, c'est que vraiment, moi je me souviens d'une amie juive qui m'a dit un jour, qui me dit, je vais faire mon alliage, je vais repartir en Israël. Je lui dis, il y avait attentat sur attentat, je serai plus en sécurité. Je la regarde, je lui dis, en fait non, mathématiquement non. Elle me dit, ok, tu as raison, je serai peut-être pas plus en sécurité, mais j'aurai l'impression que les politiques qui me représentent seront à mes côtés. Là-bas, ils seront avec moi. Voilà ce qu'elle disait, et je crois que c'est là qu'on a une réponse à donner aux Français de confession juive, qui se demandent où on est et où sont ceux qui devraient... Moi, je pense qu'on a déjà... Je ne pense pas que la République soit la propriété des partis qui vont très mal. C'est notre propriété à tous. Et si on a laissé tout ça aller si mal, on est tous responsables. Non, mais vous dites en gros que c'est à l'appel d'un parti qu'on devrait se rassembler. Non, je dis que c'est le cas. Je dis que c'est un parti qui a lancé cet appel. On y va et on ne se pose pas la question de qui a lancé l'appel. Mais moi, j'y vais d'ailleurs. Mais la réalité, c'est qu'on a laissé justement la nation, la République se dissoudre dans le communautarisme, mais se dissoudre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de solution. À partir du moment où on a une vision de la société entre communautés, entre organisations de groupes d'intérêt, de lobbies, et en disant il faut qu'on vive ensemble, mais on n'a pas justement cette ombrelle. Et l'absence d'Emmanuel Macron est marquante justement sur ce principe de dire que le président à un moment doit faire corps et doit dire et oui, j'incarne la République, donc je suis là pour tout le monde. Il n'y a plus d'incarnation de la République. Les sphères d'autorité sont complètement laminées, effectivement, vous le disiez, mais que ce soit les professeurs, que ce soit l'autorité de l'État, que ce soit la presse, la crise des médias est là aussi. C'est-à-dire que le complot qui va derrière, la résurgence du complot, la résurgence de l'antisémitisme, de la haine de l'autre, de l'inconnu et de toutes les théories farfelues qui vont aller avec, c'est le délitement total du fait qu'on n'arrive plus à s'organiser au sein d'un État-nation qui s'appelle la République française. Et on n'est pas les seuls. Alors peut-être que la France, on a particulièrement une histoire qui fait qu'on est plus concerné que d'autres, mais d'autres pays sont encore plus concernés que nous. Mais là, je ne vois pas comment, effectivement, si les chiffres des gens dans la rue sont ridicules, comment on va effectivement dire, alors qu'est-ce qu'on fait ? De toute façon, on a vu que même quand il y avait 200 000 personnes, ça ne changeait pas grand-chose. Non, puisque ça fait 10 marches en 40 ans. Exactement, près de 10 marches en 40 ans. Jean Garry. Je suis assez d'accord sur cette idée du délitement de la valeur République. On voit très bien que dans cette société-là, d'ailleurs c'est le symptôme de cette crise de la démocratie occidentale que nous traversons aujourd'hui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que
il faut bien voir aussi que précisément, on a en quelque sorte, maintenu à l'écart les vrais enjeux. Je veux dire par là qu'on s'est construit quand même un adversaire qui justement était celui qui incarnait les valeurs anti-républicaines, c'était le Front National, et qui les incarnait, j'allais dire presque naturellement, historiquement, puisque c'était l'héritage de l'extrême droite, les provocations de Jean-Marie Le Pen et tout ça. Donc l'antisémitisme, c'était le Front National. Et on avait besoin du Front National pour incarner cet antisémitisme. Sauf qu'on refusait de voir qu'il en apparaissait un autre. Qui était celui de l'islam ou du monde musulman, bon, on peut l'appeler comme on veut, et que cet antisémitisme-là, justement, on ne pouvait pas le combattre parce que si on le combattait, eh bien, on refusait justement de construire ce nouvel espace républicain qui devait intégrer, et c'était avec la meilleure volonté du monde, qui devait intégrer justement ces populations. Et je pense que le problème, il est venu de là, la cécité, elle est venue de là. C'est-à-dire qu'on a combattu une forme d'antisémitisme, on s'est focalisé sur une forme de l'antisémitisme, et on n'a pas vu venir l'autre. Et l'autre, aujourd'hui, il se trouve que cet autre antisémitisme, il joue un rôle majeur dans la dislocation de notre espace social, en tout cas dans les menaces qui pèsent sur nos valeurs républicaines. C'est pas du tout une diabolisation, je suis en train de stigmatiser les populations musulmanes, mais je pense que ce phénomène-là, il a existé, et notamment que le Parti socialiste est très, très porteur de ça. Alors il ne s'agit pas non plus là, de faire porter toute la responsabilité de tout ce qui nous arrive sur le Parti socialiste, c'est pas la question, parce que les autres ont été pareils, et qu'on sait très bien que dans beaucoup de communes de banlieue, il y a eu des complaisances venant de droite, de gauche, du centre, notamment d'un député du centriste qui donne beaucoup de leçons aujourd'hui. Vous voyez qui je veux dire. Donc voilà, mais ça c'est quand même une réalité, c'est quelque chose qui fait partie des lacunes de ces 30 dernières années. Et paradoxalement, c'est le PS qui organise ce rassemblement ce soir. Comment vous voyez cela, Florent Wadilot? Vous dites ces marches finalement, elles servent effectivement pas à grand-chose. On vient de faire un rappel historique de près de 10 marches et on s'aperçoit que les actes antisémites sont toujours au même niveau, voire plus haut qu'avant, et qu'il y a de moins en moins de monde dans les rues, qu'on s'indigne moins. C'est un peu cette banalisation que vous évoquiez en début d'émission. Oui, j'irai même plus loin. Je pense que ces marches ne servent à rien, en fait, si ce n'est médiatiquement à remettre à l'agenda médiatique et politique un sujet pour que la marche suivante l'oublie. Si on fait j'aimerais qu'au-delà des marches sur l'antisémitisme, on fasse le compte des marches qu'il y a eu cette année sur tous les sujets imaginables. On a eu des marches pour les policiers, contre les policiers, contre les violences policières, les marches pour l'environnement, etc. Une marche en pousse une autre. Il y a une forme d'essoufflement de la mobilisation collective, un essoufflement également de la socialisation politique. Ce qui est très inquiétant, parce que quels sont nos autres moyens ? Les réseaux sociaux, alors il y a diverses modalités d'action qui sont inquiétantes, mais de ce point de vue-là, les gilets jaunes sont une preuve de mobilisation collective. Il y a encore avec violence, mais parce que la société est violente et que finalement les gilets jaunes traduisent en quelque sorte la résistance de la violence dans les rapports sociaux. Et c'est pas une violence du type 19e siècle, ou c'est pas un ensauvagement de la société, c'est qu'il y a une violence résiduelle dans les rapports sociaux, les conflits de voisinage, à la campagne ou en ville, de la même manière. Donc ces marches-là, finalement, sont en quelque sorte des queues de comète d'une forme de mobilisation collective politique qui peine à véritablement trouver sa place dans une nouvelle sphère où, effectivement, il y a une prévalence des réseaux sociaux, une prévalence de l'information très rapide qui en chasse une autre. Néanmoins, je n'irai pas tenir un discours. Il y a eu 4 avis très, très sombres sur l'état de la démocratie. Moi, je ne vois pas une démocratie se disloquer ou une forme de complaisance et un avilissement de toutes les valeurs. Il y a un trouble profond parce qu'effectivement, il y a une parole politique qui ne porte plus et qui patine. Il y a une démobilisation au niveau des élections, même si on voit des pics de participation. Néanmoins, il y a une vraie politisation des débats sociétaux. Et les Gilets jaunes en sont un exemple. Une forme de violence politique en est une autre. Donc je crois que la politique n'a pas abandonné le corps social, que juste on a du mal à refaire en quelque sorte que cette politique s'institutionnalise. Mais je reste plutôt optimiste sur la capacité de la République à survivre à cela. Parce qu'on n'est plus dans un contexte où, comme au début du XXe siècle, la République, elle est contestée dans ses valeurs et dans ses principes. Il n'y a plus de parti violemment anti-républicain. Donc il faut aussi se méfier de ne pas entretenir une crise
pour trouver en quelque sorte un ennemi, alors qu'on ne traite pas des sujets de fond et une action politique au quotidien, au plus près des besoins des gens. Et on s'arrêtera sur cette note optimiste. Donc vous avez eu le mot de la fin. Merci infiniment à tous les 5 d'avoir participé à cette émission spéciale. C'est donc la fin de cette OVPL. On se retrouve quand même demain en direct à 18h30 sur Public Sénat pour un autre OVPL spécial. OVPL spécial Benalla cette fois, oui, puisque la commission d'enquête va rendre son rapport, un rapport très attendu après 7 mois de travaux et d'auditions que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur Public Sénat. Plusieurs éditions spéciales tout au long de la journée sur notre antenne avec Delphine Girard. Rendez-vous à 10h30, à 16h30 et donc avec moi à 18h30. Quant à l'invité de Territoire d'Info demain, eh bien, il s'agit de Guillaume Pelletier, premier vice-président du parti LR, député de Loir-et-Cher. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.